Bonsoir. Merci d'être là, assez nombreux, pour évoquer un sujet si important. Vous assistez ce soir au Jeudi de l'écologie, organisé par l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Avant de commencer, je vais remercier l'Académie du climat qui nous reçoit et notre partenaire Reporter. Pour lutter contre la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et la pollution, le combat des défenseurs de l'environnement est essentiel. Leur engagement quotidien a pour but de protéger les terres, les forêts, les océans pour nous tous. Leur mobilisation au quotidien exige une action des États et des acteurs économiques à la hauteur des enjeux vitaux. Et cela fait d'eux une cible. Aujourd'hui, ces citoyens sont victimes de répression partout à travers. L'urgence environnementale à laquelle nous sommes collectivement confrontés et que les scientifiques documentent depuis des décennies ne peut être traitée si ceux qui tirent la sonnette d'alarme et exigent des mesures sont criminalisés pour cette raison. C'est ce qu'affirme Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. C'est notre sujet de ce soir. Nos invités sont Marion Cresson, que vous verrez dans la lucarne tout à l'heure, qui est avocate de Sea Shepherd France et donc de Paul Watson. Justine Tomboussion, qui est journaliste à Reporter. Jean-François Guillon, qui est membre du bureau d'attaque. Sébastien Mabille, qui est avocat spécialiste de l'environnement. Et John Palais, qui est cofondateur d'Alternativa et d'ANC COP21 et auteur d'un livre qui s'appelle La bataille du siècle. Nous vous proposons de commencer par évoquer les faits, puis de se poser la question des conséquences sur la démocratie, et enfin de s'interroger sur les positions politiques et stratégiques les plus efficaces. Karine, je te laisse ouvrir le débat. Oui, alors entrons dans le vif du sujet. Je sais que la criminalisation des défenseurs de l'environnement, pour vous, c'est quelque chose de concret, de vécu même pour certains d'entre vous. Donc, je donne la parole à Jean-François Guillon. C'est-à-dire que j'ai vécu à titre personnel récemment. Je me retrouve effectivement, enfin, on s'engage pas a priori dans la lutte écologique spécialement pour ça, mais je me retrouve à être convoqué en procès. Alors je suis pas tout seul, hein, on est 13, suite à une action qui a eu lieu pour demander la suppression l'interdiction des vols des jets privés au Bourget. Enfin, l'action a lieu au Bourget, mais c'est pour demander l'interdiction des jets privés. Bon, c'est une action qui comportait une forme de désobéissance civile, mais en tout cas, c'est vrai que l'engagement qu'on a au départ, en tout cas pour moi me concernant, c'était pas spécialement de lutter en allant en procès pour obtenir des choses. Alors c'est quelque chose auquel ces formes de répression auxquelles on est confronté peu à peu, parce que moi ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait à peu près 6 ou 7 ans que je me suis engagé un peu engagé complètement dans le militantisme, et c'est vrai que de manière croissante, et on va en parler je pense, j'étais confronté à des formes de répression, que ce soit des formes de répression physique, des formes de répression administrative, et puis là en l'occurrence effectivement un procès. Voilà. Donc c'est pas évident à vivre, parce que en fait on peut être partagé en tout cas entre d'une part une combativité qui est renforcée par le fait qu'on soit confronté à cette répression et que du coup on soit renforcé dans notre combativité, et aussi par un abattement à se dire finalement ça peut réussir aussi à nous désengager et à nous faire peur, quoi. Donc il y a ces deux volets de la face, quoi, de la répression, qui font que c'est pas évident toujours à encaisser. Merci. Sébastien, est-ce que tu nous ferais un petit panorama du type de répression auquel on est confronté ?
Oui, alors effectivement, ouais. Alors la répression n'est pas nouvelle. Et puis tu faisais part de ton expérience personnelle. Moi, j'ai eu également, à 18 ans, les premiers combats écologiques que j'ai menés. Donc j'en ai 49 aujourd'hui, donc ça remonte à un certain temps. Et j'avais été arrêté pour outrage et rébellion, renvoyé devant le tribunal correctionnel où le président du tribunal, et j'ai ce souvenir en tête, m'avait dit: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je lui dis: je commence des études de droit. Il m'a dit: arrêtez les études de droit parce qu'on ne veut pas de gens comme vous. De toute façon, je vous mets un casier judiciaire, vous ne pourrez rien faire plus tard. Et voilà. Et puis ensuite, j'avais été condamné à laver des voitures de police pendant tout un été, ce qui était très agréable. Mais voilà, ce qui ne m'a pas empêché par ailleurs de devenir avocat et de porter autrement mes convictions en faveur de l'écologie. Alors c'est un mouvement ancien. Alors on parle de criminalisation, mais ça s'inscrit dans une notion plus large qui est celle des violences faites aux défenseurs de l'environnement, qui peuvent être des violences physiques, des harcèlements commis par d'autres et qui ne sont pas suivis des faits, en tout cas quand il y a des plaintes qui sont déposées, c'est aussi une forme de violence. Mais quand on parle de criminalisation, c'est plus la violence institutionnelle qui est exercée soit par les autorités administratives, les autorités policières ou les autorités judiciaires, et qui peuvent prendre des formes multiples et qui se complètent les unes les autres. Par exemple, c'est l'interdiction de manifestation. On voit que la plupart du fois où les écologistes souhaitent manifester, en tout cas c'est le cas notamment pour les soulèvements de la terre, je crois qu'aucune de leurs manifestations n'a été autorisée. Systématiquement, il y a des arrêtés d'interdiction de manifester et qui donnent lieu en conséquence à la commission d'infraction par la participation à un attroupement non autorisé, en tout cas un attroupement interdit, et qui ensuite peut dégénérer par différentes tactiques policières de manière à créer davantage de tensions et de répression. Et ensuite, donc ça, c'est le volet administratif. Il y a un autre volet administratif qui est celui de l'arme de la dissolution que le président Macron a très largement usité. Alors, principalement pour les mouvements, les groupuscules d'extrême droite et les groupuscules islamistes, mais pour la première fois, vous vous en souvenez probablement, puisque c'était il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, pour les soulèvements de la terre, où c'était la première fois qu'un groupement de faits du mouvement écologiste faisait l'objet d'une mesure de dissolution administrative qui, fort heureusement, a été suspendue et ensuite annulée par le Conseil d'État. Et ensuite, la criminalisation, donc c'est la poursuite qui va... alors quand on parle de criminalisation, c'est au sens large, c'est pas la commission d'actes de nature criminelle, mais c'est principalement délictuel, et ça va du harcèlement policier à l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête, qui peuvent être la pose de caméras de surveillance devant les propriétés de militants, qui peut être la pose de balises sur des voitures, etc. Donc de surveillance, et ensuite des poursuites judiciaires et des condamnations qui visent le plus souvent aussi à étouffer la contestation, et dont sont aujourd'hui quasi systématiquement victimes les militants, même lorsqu'ils pratiquent des actions de désobéissance civile, c'est-à-dire sans porter atteinte aux personnes et sans commettre d'actes de violence physique à l'encontre de personnes, mais qui donnent lieu aussi à une certaine forme de criminalisation. Donc on pourra voir ensuite un peu de ces différentes formes. Mais voilà un peu le panorama, mais il faut bien comprendre que ça s'inscrit dans un mouvement plus large qui est celui des violences faites aux défenseurs de l'environnement, qui peuvent être commis aussi par diverses personnes, aussi par d'autres individus, notamment les agriculteurs. On voit FNE qui est aussi, et ses membres qui sont régulièrement victimes d'actes malveillants qui ne donnent pas forcément lieu derrière à des poursuites judiciaires. Alors, John, à ton avis, à qui profite le crime ? Évidemment, ça profite à ceux qui n'ont pas intérêt à une vraie transformation écologique. Donc, dès lors qu'un mouvement remet en question le système actuel, le système productiviste, le système capitaliste, le système consumériste, avec
comme argumentaire l'écologie qui est devenue en fait beaucoup plus légitime qu'avant, la manière avec laquelle le système répond, avant c'était de ne pas se préoccuper de ce sujet, aujourd'hui le sujet ne peut pas être contourné, donc on est criminalisé. Et on est réprimé. En fait, ça fait quand même un bon moment. Là, on a été très marqué par Sainte-Soline en 2023. Il y a 10 ans, cette année, Rémi Fraisse est mort dans une manifestation dans laquelle il n'aurait pas dû mourir, à Sivens, une manifestation contre un barrage, où en fait les gendarmes ont reçu l'ordre de tirer des grenades dans une forêt, la nuit, alors qu'il y avait des manifestants. Donc il n'y a aucune garantie possible d'éviter un drame de ce type. Et effectivement, au petit matin, on retrouve le corps sans vie de Rémi Fraisse, qui avait une vingtaine d'années. Et avant ça, il y a eu des épisodes très violents contre les faucheurs volontaires d'OGM, par exemple. Donc la logique générale d'un pouvoir libéral autoritaire qui va essayer de casser les mouvements écologistes qui deviennent de plus en plus crédibles et légitimes, mais qui remettent en question le modèle, elle est là depuis un bon moment. Je pense que ce qu'on peut analyser, c'est la manière dont elle se diversifie et les mutations que prend cette répression, qui est toujours en train de s'ajuster et de s'équiper en outils juridiques supplémentaires. Par exemple, un des mouvements dans lesquels je milite, Action non violente COP21, quand on est allé décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, on a provoqué une répression assez disproportionnée par rapport à la nature des faits, c'est-à-dire qu'un portrait dans une mairie, ça coûte moins de 10 € dans la boutique. Et ça ne crée pas de physique, en fait, c'est-à-dire que la mairie peut fonctionner, on peut célébrer des mariages, on peut faire toutes les démarches, donc il n'y a pas de conséquences matérielles. Par contre, le geste, c'est un geste politique de défiance qui venait à l'image d'Emmanuel Macron à un moment où il était très fortement contesté et à un moment où toute sa crédibilité sur l'écologie reposait sur le discours. Donc là, ça a suscité une grosse répression. On a eu plus de 120 personnes en garde à vue pour ces actions de décrochage de portraits. On a eu 86 perquisitions au domicile des personnes. On a eu 89 personnes poursuivies dans 62 procès. Donc quelque chose de gigantesque pour quelques portraits qui ne valent presque rien. Et ce qui était intéressant de remarquer là-dedans, c'est aussi le dévoiement de certains moyens qui sont détournés de leur fonction. Par exemple, a été saisi le bureau de lutte antiterroriste pour enquêter sur les décrocheurs de portraits, ce qui n'est évidemment pas du tout son objet. Donc là, on ne parlait pas encore d'écoterrorisme en 2019, mais on voit bien que finalement, la logique commençait déjà à s'installer quand on saisit le BLAT pour des actions non violentes qui n'ont strictement rien à voir avec le terrorisme. Et a été fuitée aussi une directive de la Direction nationale de la gendarmerie demandant aux gendarmes, aux gendarmeries locales, d'inciter les maires à porter plainte. Ce qui n'est pas du tout dans les prérogatives de la gendarmerie. La gendarmerie ne doit pas aller dire aux gens de porter plainte, et reçoit éventuellement les plaintes qu'on vient le porter. Et on a des témoignages, nous, de maires qui ne comptaient pas porter plainte, qui étaient plutôt sympathisants de nos actions et qui se fichaient un petit peu du portrait de Macron, et qui ont eu la visite répétée de gendarmes, les incitant, insistant, en leur disant non, c'est important de porter plainte, et parfois faisant croire aux maires qu'ils étaient obligés de porter plainte parce que le portrait, ceci, cela, etc. Et là aussi, on est dans un dévoiement des moyens. C'est pas du tout la fonction des gendarmes que d'aller demander aux gens de porter plainte. Et voilà, et ces choses évoluent un petit peu au fur et à mesure, donc c'est important de les analyser au fur et à mesure pour voir sous quel angle on va être attaqué dès qu'on devient gênant par rapport au pouvoir. Alors il arrive aussi parfois que les journalistes eux-mêmes soient mis en justice, poursuivis parce qu'ils ont suivi des actions écologistes. Justine, vous pouvez nous parler de cela pour Reporter ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis journaliste à Reporter et j'ai été seulement, on va dire, verbalisée. C'était en octobre 2020. Je couvrais une action de militants en fait qui faisaient une manifestation dans l'aéroport de Roissy. Et à la fin de l'action, les gendarmes attendaient les militants et donc contrôlent mon identité et celle du photographe avec qui j'étais. On décline notre identité, on explique qu'on est journaliste, qu'on est en train de travailler et qu'on est en train de préparer un article. Ils prennent en photo notre carte de presse, notre carte d'identité. À ce moment-là, on pense que ça va en rester là. Et en réalité, on a reçu une amende. Comme ça peut paraître pas très très grave. C'était une amende de 135 €. Et je vous le raconterai après, il y a des collègues, des confrères et des consoeurs à qui il arrive pire. Mais rien que ça, symboliquement, on sent qu'il se passe quelque chose puisqu'il y a eu une assimilation des journalistes aux militants les journalistes sont assimilés aux militants dont on couvre l'action, militants qui, comme on était en train de le dire, sont criminalisés. Et le fait de demander une amende, en fait, ça va avoir plusieurs effets pour une rédaction. Ça va demander un coût, même si c'est que 135 €, si c'est répété. En fait, peut-être que la direction de la rédaction va se poser des questions et se dire est-ce que ça vaut le coup de couvrir la prochaine action si en fait, nous, à Reporter, nos finances viennent des dons des lectrices et des lecteurs, donc on peut se demander est-ce que ça vaut le coup que les dons des personnes qui nous lisent servent à payer des amendes. Donc il peut y avoir un moment où on se demande est-ce que ça vaut le coup d'aller couvrir ces actions-là. Ça demande une énergie parce qu'on a dû contester cette amende, on a dû faire un dossier pour prouver que non, on était là pour faire notre travail. Et ça, c'est juste mon exemple qui finalement n'est pas si pire que ça, puisque j'ai un de mes collègues, Alexandre Reza-Kokabi, qui, pareil, couvrait une action dans un aéroport en 2020 également, qui a dû passer 10 heures en garde à vue. Une collègue qui a dû se présenter au tribunal parce qu'elle couvrait une action d'opposants aux OGM et qui était traduite devant le tribunal comme si elle était une militante. Et c'est pas anecdotique, c'est pas pour faire une différence c'est pas pour dire c'est grave si ça arrive aux journalistes et c'est pas grave si ça arrive aux militants. C'est pour dire que en faisant ça, les rédactions vont se poser des questions sur est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ces actions, et c'est une atteinte tout simplement à la liberté d'informer. Et ça arrive de plus en plus. Il y a encore quelques mois, il y a 2 journalistes de Reporter, et là je donne que des exemples de Reporter, mais ça arrive dans d'autres rédactions, 2 journalistes qui ont été convoqués en gendarmerie parce qu'ils avaient couvert une action dans les Alpes de Haute-Provence. Et en fait, c'est de l'intimidation et à force, c'est une atteinte à la liberté d'informer. On appelle Marion. Elle nous entend ? Oui. Marion. C'était pendant qu'il y avait encore les mesures sanitaires du confinement, et comme c'était dans un aéroport, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour se trouver dans un aéroport, il fallait être muni d'un billet d'avion. Donc les militants n'avaient pas de billet d'avion, ils venaient justement pour protester contre la reprise du trafic aérien, et les journalistes n'avaient pas non plus de billet d'avion, personne n'en avait, et donc les gendarmes, je ne sais plus si c'était les gendarmes ou la police, nous avaient demandé notre billet d'avion, on avait dit que nous n'en avions pas et que nous venions couvrir la manifestation. Et donc, officiellement, la verbalisation est pour non-respect des mesures sanitaires. Alors le problème avec cette verbalisation, c'est qu'on ne sait toujours pas, parce que c'est très long, et on ne sait toujours pas où ça en est. Pour les autres exemples que je vous ai cités, il y a systématiquement eu une relaxe ou un abandon des amendes pour mon collègue qui avait demandé, mais nous, pour notre petite verbalisation, ça prend plus de temps, donc pour le moment, je ne sais pas. Je vous précise que pour les questions, on va les poser à la fin. On les garde, gardez-les bien précieusement. Marion, est-ce que vous nous entendez? Marion Crescent, donc avocate de Sea Shepherd. Marion, voilà, je crois qu'elle arrive. Vas-y. Bonjour, bonjour à vous, vous nous entendez bien? Je vous entends très bien, vous m'entendez aussi? Oui, oui, n'hésitez pas à parler un tout petit peu plus fort. D'accord. Voilà.
Isabelle, tu veux? Marion, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle situation est Paul Watson aujourd'hui et à quoi il doit répondre? D'accord. Alors, je vais faire une petite présentation de la situation pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc là, ça fait donc 4 mois que le capitaine Paul Watson est en prison. Ça fait exactement 116 jours. Les conditions d'incarcération sont assez difficiles car il est à l'isolement. Il ne peut parler que 10 minutes par semaine à sa famille. Pour le contexte, en fait, donc je pense que les gens qui sont présents sont un peu au courant de la situation, mais je vais reprendre rapidement. Donc c'est clairement un opposant politique du Japon, car il s'oppose à la chasse baleinière depuis des dizaines d'années. Donc on est face à un État qui veut en plus actuellement relancer la consommation de viande de baleine. Alors le point de départ de cette hostilité de l'État japonais envers le capitaine Paul Watson, c'est la série Whale War principalement, où clairement il a été mis en évidence les pratiques inhumaines du Japon pour abattre les baleines. Donc, il s'agit de harpons explosifs en fait qui vont exploser à l'intérieur des baleines et qui leur provoquent une mort lente et abominable. Donc c'est cette série Whale War qui a mis en avant ces pratiques. Elle a aussi mis en avant le fait que ces pratiques étaient parfaitement illégales parce qu'elles étaient réalisées dans un sanctuaire, sanctuaire de protection des baleines, et faites sous couvert d'expériences scientifiques. En fait, il s'agissait vraiment de chasse commerciale sous couvert d'un permis qui avait obtenu le Japon pour recourir à des expériences scientifiques. Donc ces pratiques-là ont d'ailleurs été sanctionnées par la Cour internationale de justice en 2014, donc qui est venue condamner le Japon pour ces pratiques illégales. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là, donc pour ces faits-là, que le capitaine Paul Watson a fait l'objet d'une notice rouge par le biais d'Interpol. Donc ils ont comment dire, louvoyé avec d'autres États afin d'obtenir cette notice rouge. Cette notice rouge est d'ailleurs, donc ça c'est un des premiers éléments qui va dans le sens d'une criminalisation politique, c'est que cette notice rouge est dénoncée notamment par le Parlement européen comme étant une notice rouge de complaisance. Donc il y a certains États qui ont recours à Interpol pour poursuivre des opposants politiques. Là on est clairement dans cette hypothèse-là. Donc ensuite d'autres éléments qui vont dans le sens d'une criminalisation politique par le Japon. Donc je vous ai déjà parlé de la notice rouge. J'ai essayé d'organiser un peu mes idées, donc je sais pas que je lis, mais c'est pour pas me perdre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc après par rapport au contexte de l'arrestation, parce qu'on sait que en fait il y a un lien entre le Danemark et l'État japonais. Donc en fait, ce lien, il se fait par le biais des protectorats du Danemark, que sont les îles Féroé et le Groenland. Donc il faut savoir que les îles Féroé pratiquent la chasse à la baleine, et notamment la chasse en fait au globicéphale. Donc il s'agit du grindadrap. Donc c'est une pratique assez atroce où en fait les globicéphales sont des animaux très grégaires, donc il est très facile de les rassembler dans des fjords, et en fait ils sont tous abattus à main nue les uns après les autres. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ces images, mais c'est assez terrifiant. Donc c'est cette pratique-là, cette pratique pharyngienne à laquelle Sea Shepherd s'est également opposé en 2014, et ça a conduit à ce que les militaires, l'armée danoise qui est intervenue pour saisir les bateaux de l'association. Et pour empêcher les bateaux de l'association de faire fuir les dauphins globicéphales, parce que ça avait été assez efficace l'année où il y a eu cette campagne aux îles Féroé. Il y a eu très peu de morts de globicéphales. Donc là, en fait, on comprend un petit peu mieux le lien à la baleine. Donc en fait, on comprend mieux le lien entre le Danemark, ses protectorats,
et l'État japonais, sachant qu'il faut savoir que la chasse à la baleine est une monnaie d'échange par rapport aux volontés d'autonomistes, notamment aux îles Féroé. Donc en fait, le Danemark leur garantit de pouvoir poursuivre leurs pratiques qui sont complètement contraires au droit européen pour en gros calmer un peu ces volontés autonomistes et pouvoir maintenir les îles Féroé sous leur protectorat. Donc là on comprend un petit peu le lien, sachant qu'on sait, on va revenir aux conditions d'arrestation, donc qui sont aussi un des éléments qui vont dans le sens de la criminalisation politique de Paul Watson. On sait qu'en fait vient du gouvernement danois, donc on l'a su assez récemment. Donc les conditions d'arrestation ont été faites l'arrestation a été faite sous couvert de contrôle d'identité. Alors qu'on sait très bien qu'en fait il y avait un ordre d'arrestation qui avait été donné et qu'il y avait même un procureur et des policiers qui avaient été diligentés directement au Groenland pour arrêter le capitaine Paul Watson, donc il s'était juste arrêté avec son bateau pour faire le plein d'essence. La justice au Groenland aussi pose question, ça c'est un autre problème, mais c'est vrai qu'il y a eu pose vraiment question parce que ça fait là plusieurs audiences par rapport au maintien en détention du capitaine Paul Watson qui se succèdent et à chaque fois le juge, en fait, la juridiction refuse de regarder les vidéos de la défense. Alors on a clairement les vidéos où on montre, en fait, c'est la personne qui était à bord du ballonnier qui s'est blessée elle-même, en fait, en fait, c'est le vent qui lui a renvoyé du gaz lacrymogène dans les yeux. Alors que là, on sait que le mandat d'arrêt, c'est qu'un des matelots était blessé. Mais ça, clairement, étant donné qu'on était en cadre justement de communication, parce qu'on était sur une série télévisée, donc toutes les images ont été prises. Mais ça, voilà, le juge, au moment où le gouvernement refuse d'en prendre compte. Donc voilà. Donc les autres éléments du mandat d'arrêt, c'est le fait qu'un des matelots était blessé, mais ça, clairement, on a des éléments pour démontrer que c'est faux. Ensuite, la question de la tentative d'abordage, c'est un petit peu plus complexe et là c'est encore plus vicieux si vous voulez, parce que pourquoi une tentative d'abordage? Parce que lors de cette mission, il y avait une personne à bord qui s'appelait Pic Béthune. Cette personne-là avait fourni pour l'association en fait un bateau et ce bateau-là a été détruit par le baleinier japonais. Et en fait, il souhaitait obtenir réparation de cette destruction et il a décidé de sa pleine volonté, sans que le capitaine Watson ne lui demande rien du tout, de monter à bord d'un baleinier pour aller demander réparation et d'être rapatrié au Japon pour avoir réparation, parce que c'était un bateau qui valait d'environ 2 millions. Et clairement, le Michel Marou leur a foncé dessus et il a toutes les images pour montrer que ça a été vraiment au-delà de l'atteinte de risque d'atteinte de personnes, c'était une volonté de détruire ce bateau. Donc le Pic Béthune est monté à bord du bateau. Pour ce faire, il a détruit un filet en montant à bord du bateau et il a été poursuivi en fait lui au Japon. Il a subi des tortures, des tortures psychologiques. Il a été mis à l'isolement et en fait tout a été fait qu'il fasse de fausses déclarations afin d'incriminer le capitaine Watson pour que justement il affirme à tort que c'était le capitaine Watson qui lui avait demandé de faire cet abordage. Alors c'est complètement faux, donc il a avoué sous les menaces et on va dire la torture psychologique des Japonais, parce que c'est totalement faux, et il est ensuite revenu sur ses déclarations après qu'il ait pu rentrer du Japon. Donc là en fait on voit aussi qu'il y a tout un contexte en fait de maltraitance et à l'encontre des opposants spécifiquement des occidentaux qui s'opposent à la chasse à la baleine. Il y a un autre élément aussi là-dessus, c'est que il y a un reportage qui s'appelle The Code, où on voit également des personnes de Sea Shepherd qui tentent de documenter ce qui se passe dans la baie de Tahiti sur une mortalité des dauphins. Et là, on voit clairement en fait, que ce sont des agents publics qui
ils veulent absolument montrer que personne ne peut s'opposer à cette pratique et qu'ils sont prêts à tout pour ce faire. Il faut savoir que l'État japonais est dénoncé par le comité des droits de l'homme des Nations Unies, que ces pratiques en global à l'encontre des criminels, et c'est encore plus violent par rapport aux opposants occidentaux à la chasse à la baleine. Et donc là, typiquement, on est dans ce cadre-là d'un exemple de criminalisation politique faite par l'État japonais. Merci. Juste une question, où en est-on? Quelles sont les prochaines échéances? Alors là, les prochaines échéances, c'est que là, il est maintenu en détention jusqu'au 2 décembre. Là, c'est l'anniversaire de 74 ans. Et donc, voilà où on en est. Alors après, au niveau des procédures, il y a une équipe, toutes les demandes de prolongation de détention ont été condamnées, ont été contestées. Et le problème, c'est que là, on se heurte au fait que tant que le ministère de la Justice n'a pas commencé l'extradition, en fait, on ne peut pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour le moment. Il y a une procédure d'urgence pour les extraditions, on a typiquement on rentrera dans cette cadre-là, mais pour le moment, on est bloqué et on est dans l'attente aussi de ces éléments-là. Pourquoi tant de temps? Après, voilà, c'est sûr que c'est là, il y a un aspect géopolitique complètement, mais on ne sait pas pourquoi tout ce temps pour avoir une réponse du ministère de la Justice. Merci beaucoup. On va passer au deuxième temps de cet échange. On va passer effectivement au deuxième temps d'échange et on va se demander en quoi toutes ces élections mettent en danger la démocratie. Qui veut prendre? Ce dont je peux parler peut-être par rapport à ce sujet-là, c'est parce que là on parle beaucoup de répression par rapport à des actions, par rapport oui, que ce soit les actions sur le bateau, que ce soit les actions de désobéissance civile, etc. Mais on a parlé aussi de la tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Il y a en fait, par ce genre de décisions qui sont prises, une sorte de petite musique en fait qui est devenue peu à peu de suspicion par rapport au mouvement en général. Et par exemple, pour parler de l'attaque, au moment de la prononciation du projet de dissolution, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place à l'Assemblée nationale sur les groupuscules violents, et ça concernait autant la période de la réforme de retraite que Sainte-Soline. Dans le cadre de cette commission d'enquête, un certain nombre d'associations, dont Attaque, mais également XR, également Dernière Innovation, ont été convoquées dans cette commission pour témoigner. Alors évidemment, c'était une fois en séance, c'était pour vous dire non, mais on vous accuse de rien, c'est uniquement pour essayer de comprendre pourquoi il y a ces violences, etc. Et tout le travail que je remercie d'ailleurs mes camarades d'avoir fait, qui a été un travail parce que Attaque a accepté d'aller dans la science, ça n'a pas été le cas d'ailleurs de XR et l'innovation a été de retourner le discours en disant la violence n'est pas là. Il n'y a pas la violence dont vous parlez, la violence se situe de l'autre côté, la violence a été la violence policière, que ce soit dans les manifestations défendues de retraite et que ce soit à Sainte-Soline. Mais du coup, ça distille à travers les articles qui ont pu être faits, à travers le débat public, cette petite musique comme ça de suspicion par rapport à une supposée violence du mouvement, en l'occurrence écologiste et politique. Donc, en termes de démocratie, ça pose effectivement des questions. Après, moi, je pense qu'il faut reconnaître que
il y a une part de violence dans les manifestations et dans certains mouvements écologistes. Et effectivement, à Sainte-Soline, il y avait aussi de la violence du côté des manifestants. Et il y a les images, et on le voit, et on le sait toutes et tous, qu'il y a une partie des manifestants dont l'objectif, c'est l'affrontement violent avec les forces de l'ordre. Et certes, c'est une petite partie des gens par rapport à la masse des manifestants. Et évidemment, les moyens de violence qu'ils utilisent sont beaucoup moins importants que ceux qui sont utilisés par les forces de l'ordre. Mais je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face et analyser ce que ça permet au pouvoir de faire. C'est-à-dire que cette part de violence minoritaire, qu'on peut juger plus ou moins forte, mais qui est en tout cas largement inférieure à celle qui est utilisée par les forces de l'ordre, est instrumentalisée par le pouvoir avec une mécanique qui est vraiment très bien huilée. La criminalisation, c'est-à-dire faire croire que des militants sont des criminels, traiter des militants comme des criminels, moi c'est ça la définition que je donne à la criminalisation, je pense que ça sert deux objectifs. Premièrement, c'est la condition d'une répression très violente. C'est-à-dire que pour qu'un pouvoir prétendument démocratique utilise des grenades, des canons à eau, des engins militaires pour réprimer un mouvement de la société civile, il doit le faire en justifiant que la violence est de l'autre côté. Et ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est que, au-delà de la répression sur le terrain, la criminalisation, c'est le moyen de discréditer tout le discours de l'écologie radicale, qui est en fait le seul discours pertinent par rapport à ce que nous disent les scientifiques. Je détaille un petit peu les deux objectifs, j'essaie de faire vite. Pour justifier une répression très violente, il suffit pas il n'y a pas besoin de convaincre toute l'opinion publique. En gros, à gauche, on voit les images aussi côté des mouvements écolos, et donc on voit bien qu'il y a une disproportion dans la violence. Mais le calcul, c'est pas celui-là. Le gouvernement, le pouvoir, a besoin de convaincre principalement son socle électoral. Parce que les gens qui votent déjà pas Macron soient révoltés par la violence de la répression, de toute façon, oui, c'est ça qui va se produire. Mais ça n'affaiblit pas le pouvoir en place. Ce qui l'affaiblirait, c'est des contradictions dans son propre système de valeurs et auprès de son propre socle électoral. Or, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la violence qu'on a vue à Sainte-Soline, et c'était pareil sur les différentes ZAD, une fois qu'on a criminalisé les gens et qu'on a fait croire à une partie de l'opinion publique que les violents, les antidémocrates, les extrémistes, c'était ces militants écolos, ça justifie la répression violente aux yeux de ce socle électoral. Tant que ça tient, il y aura une violence, il y aura une répression très violente parce qu'il y aura la marge de manœuvre politique pour le faire. L'effet, ça va être que ça va blesser des gens, ça va tuer des gens, ça va casser des dynamiques, ça va faire peur et ça va faire taire. Ça, c'est l'effet à court terme. Mais c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que le deuxième objectif de discréditer le discours est au moins aussi important que ça et porte des conséquences plus à moyen terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une bataille qui se joue sur la crédibilité du discours écologique, maintenant qu'on ne peut pas mettre ce sujet de côté, comme c'était le cas dans les années 70, 80, 90 et même encore 2000, où en fait on pouvait balayer ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, le système capitaliste est obligé de traiter la question écologique. Or, quand on la traite sérieusement, ça remet tout en cause. Ça remet en cause tous les fondements du système capitaliste et productiviste. Donc ça, il n'en est pas question pour le pouvoir en place. Et donc, son calcul, c'est qu'il faut qu'il discrédite l'écologie radicale, qui est l'écologie raisonnable. Pour moi, l'écologie radicale, c'est pas l'écologie extrémiste. Et donc, en assimilant, en criminalisant les militants écologistes, en les menaçant de dissolution, en les réprimant violemment, effectivement, ils les font passer aux yeux de toute une partie de l'opinion publique pour des extrémistes, et donc on jette aussi leurs propositions, leurs discours, nos propositions, nos discours, qui sont en fait ceux qui collent avec la science. Et l'effet recherché, c'est un effet de normalisation, c'est-à-dire que le discours écologiste capitaliste,
qui ne tient pas la route d'un point de vue écologique et d'un point de vue scientifique, doit apparaître comme le discours raisonnable, le discours modéré, le discours de la voie du milieu. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, un macroniste ou un autre capitaliste dira on n'est pas climato-sceptique ou climato-négationniste, mais on n'est pas non plus des ayatollahs verts, des éco-terroristes, des extrémistes. Nous, on propose des choses raisonnables comme la voiture électrique, le nucléaire, etc., etc. Et donc, le but politique, c'est d'avoir une normalisation de ce discours écologiste capitaliste et en miroir une marginalisation et de discréditer le discours de l'écologie radicale. Et ça, je pense que c'est un vrai danger parce qu'on a réussi, après des décennies de lutte dans la marginalité et en subissant la répression, à rendre enfin central le sujet de l'écologie, mais ça, c'est pas le bout du chemin. L'enjeu, c'est qui apparaît comme une solution crédible. Et c'est là aussi où se joue la bataille. Et moi, je pense que Darmanin a réussi une énorme victoire avec le terme d'écoterrorisme qu'il a commencé à mettre dans le débat public à l'automne 2022 après Sainte-Soline 1. Mais ça n'avait pas encore beaucoup marqué. Et à Sainte-Soline 2, au printemps 2023, il a eu les images qu'il voulait. Les images d'affrontements violents qui sont passées en boucle sur plein de chaînes de télé. Et il avait dit même la veille de Sainte-Soline, attention, vous verrez, regardez, il y aura des images de violence. Et le lendemain, il a dit, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, ce sont les écoterroristes. Et alors nous, des fois, on en rigole presque, on a des t-shirts, je suis un écoterroriste, etc. Parfois, j'ai peur qu'on ne prenne pas la mesure du danger que ça représente, parce que je crois que pour toute une partie de la population, ils croient de bonne foi que les écologistes radicaux sont des antidémocrates, veulent imposer l'écologie par la violence et sont en fait des extrémistes. Et je crois que malheureusement, ce terme qui aujourd'hui structure le débat public fait croire de bonne foi à toute une partie des gens qu'en fait, on est des affreux extrémistes antidémocrates. Et qu'en pense l'avocat que vous êtes, Sébastien Masbille ? Oui, alors, déjà, effectivement, en France, Darmanin a posé ce mot d'écoterrorisme. Il faut savoir qu'en Espagne, XR fait partie de la liste des organisations terroristes au niveau national, que Matteo Salvini, qui vient de ministre des Transports du gouvernement de Giorgia Meloni en Italie, vient de faire passer un texte qui criminalise toutes les actions de désobéissance civile commises par les écologistes et qui parle de terrorisme climatique, et qu'en Angleterre, on a un peu plus de 130 activistes qui sont passés derrière les barreaux, donc avec des peines de prison ferme et parfois pour plusieurs années pour avoir commis des actions de désobéissance civile. Donc pourquoi c'est en danger pour la démocratie ? Alors je dirais qu'il y a déjà en germe de cette criminalisation le recul de la démocratie environnementale. On avait fait des progrès puisqu'on se souvient aussi de la répression de Superphénix dans les années 70, etc. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, mais d'un point de vue juridique, il y avait un texte très important qui a été adopté par les Nations Unies en 1998, qui est la Convention d'Aarhus, qui est une convention qui vise à garantir les 3 piliers de la démocratie environnementale. Le premier, c'est l'accès à l'information en matière environnementale. Le second, c'est la participation du public pour toutes les décisions qui ont une incidence sur l'environnement. Et le troisième, c'est l'accès aux juges pour contester les décisions qui impactent l'environnement. Et cette convention, adoptée en 1998, ratifiée par la France en 2002, avait donné lieu ensuite à un mouvement d'expansion du champ de l'enquête publique, de la création de la Commission nationale du débat public, de la consécration du principe de participation, notamment dans la Charte de l'environnement, tout ça au début des années 2000. D'ailleurs, ça avait été initié par Michel Barnier lorsqu'il était ministre de l'Environnement en 1995. Et depuis 2018, on assiste à un détricotage avec cette perception que finalement la participation du public ou les recours en justice que peuvent faire les citoyens contre les grands projets était un frein à la réindustrialisation, au développement économique. Et donc on a commencé, les réformes ont commencé insidieusement sur l'accélération des énergies renouvelables, avec tous les projets d'énergie renouvelable, éoliens, etc., qui ont fait l'objet de procédures dérogatoires. Donc par exemple pour les éoliennes en mer, c'est direct au Conseil d'État. On supprime le double degré de juridiction, qui est quand même une garantie procédurale.
ensuite étendu à tous les projets éoliens, aux projets photovoltaïques. Ensuite, on réduit le champ de l'enquête publique, on l'étend également aux projets de méthanisation, puisque les méthaniseurs agricoles, ce sont aussi des projets énergétiques. Ensuite, dans le projet de loi agricole, tous les projets agricoles, suppression du double degré de juridiction, un projet de décret qui a été présenté par le précédent gouvernement vise à supprimer du champ de la Commission nationale du débat public tous les projets industriels. Donc finalement, on restreint on s'attaque à tous ces piliers de la démocratie environnementale. On l'a vu pour l'information, le principe d'information avec le scandale des eaux Nestlé, où on avait les autorités publiques qui étaient informées depuis 2 ans de possiblement des eaux qui étaient contaminées, des lits de tromperie qui n'ont pas été révélés au public. Il a fallu qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui fuitent à vos confrères du Monde et de France Info, l'info, pour qu'elles soient rendues publiques. Et tout cela, ça mène à une certaine forme de radicalisation aussi des opposants à ces projets qui finalement n'ont plus d'autres moyens, n'ont plus de voie légale pour s'opposer, pour participer, pour se concerter sur des projets qui impactent l'environnement. Et par ailleurs, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a des référés administratifs qui sont totalement inefficaces et qui sont systématiquement rejetés, et qu'il faut attendre de saisir, quand on saisit contre un projet type Sivins, Notre-Dame-des-Landes ou les méga-bassines, qu'on saisit de juge administratif sur des dossiers qui sont complexes, avec de multiples pièces, dans lesquelles il faut respecter le contradictoire. Ça nécessite du temps, parfois 1 an, parfois 2 ans, même plus. On va voir, l'A69 va être jugé au tribunal administratif de Toulouse, la légalité de l'autorisation environnementale dans quelques jours. Et pendant ce temps-là, on le voit sur l'A69, les travaux débutent. Et le problème, c'est que finalement, quand les projets sont déclarés illégaux par le juge, les projets sont réalisés. Tu évoquais le cas de la montagne de Lure, où il y avait des confrères qui avaient été arrêtés, placés en garde à vue. C'est un projet qui a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Marseille et qui pourtant est réalisé, cette centrale photovoltaïque, sur le sommet de la montagne de Lure dans les Alpes de-Haute-Provence. Donc ça crée un véritable problème, et c'est pour ça que moi je vais même jusqu'à considérer que les zadistes, la ZAD, l'outil de la ZAD, l'occupation du terrain, la désobéissance civile, et les zadistes sont des défenseurs de la légalité, puisque parfois ils permettent d'éviter de construire des projets qui ensuite sont illégaux. Et on a plein de projets qui sont illégaux. Alors parfois, c'est extrêmement rare, ces projets sont déconstruits. On l'a vu pour la déviation de Blagnac en Dordogne, où là le juge a ordonné la déconstruction de l'ouvrage. C'est un coût de plusieurs millions d'euros pour la collectivité et donc pour le contribuable. S'il y avait eu une ZAD à Blagnac qui avait occupé, qui avait tenu le terrain, ça aurait été la légalité qui aurait été préservée, et ça aurait été aussi une certaine économie pour le contribuable que nous sommes tous. Donc c'est un recul où effectivement, en tout cas, cette criminalisation est la conséquence du recul de la démocratie environnementale, et c'est un problème démocratique aussi, parce que finalement, c'est les actions qui sont criminalisées, de manifestations ou d'expression, de contestation, sont des droits qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Et si aujourd'hui on a encore une institution qui tient, alors et tu en faisais référence vis-à-vis de Paul Watson avec votre intention de saisir la CEDH, si vraiment il y a une institution qui tient, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui a pu, notamment dans l'affaire des décrocheurs de portraits, condamner l'État français, en tout cas c'est la Cour de cassation qui l'a condamné sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait été rendue. Alors c'est pas des écologistes, mais c'était des féministes. C'est l'affaire des Femen qui était rentrée dans l'église de la Madeleine, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a déjà pas mal d'années, et qui avait simulé un avortement sur l'autel de l'église de la Madeleine, et qui avait terminé leur mise en scène en urinant sur l'autel. Donc elles avaient été arrêtées, condamnées pour ces faits-là. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, après de longues années de procédure, a condamné l'État français en considérant que la sanction pénale dont elles avaient fait l'objet constituait une atteinte excessive à l'exercice de leur liberté d'expression. Et c'est en cela que la Cour de cassation, dans l'affaire des décrocheurs de portraits, a aussi censuré un certain nombre de juridictions qui avaient condamné des décrocheurs de portraits, en disant qu'elles devaient s'assurer au préalable que la sanction pénale qu'elles prononçaient ne porte pas une atteinte excessive
à leur liberté d'expression. Donc on est vraiment sur une pondération, et ce droit à la liberté d'expression, ce droit à la liberté de manifestation sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et deviennent finalement aujourd'hui nos derniers recours. Et on comprend mieux aussi pourquoi dans le discours politique aujourd'hui on entend cette petite musique insidieuse visant à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme et à la dénoncer, puisque finalement c'est la dernière instance avec les Nations Unies, Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies au titre de la Convention d'Aarhus, encore une autre convention internationale, qui sont aujourd'hui nos derniers alliés. Il défend également le droit à la désobéissance civile. Et alors Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies au titre de la Convention de l'Aarhus, défend le droit à la désobéissance civile comme étant un moyen d'expression. Parce que finalement, si vous avez eu même la manifestation de Sainte-Soline, et même s'il y a eu des violences qui ont accompagné cette manifestation, qui était annoncée par Darmanin d'ailleurs avant qu'elle ne survienne, c'est bien parce que c'est ce qui a permis aussi de poser dans le débat public ce problème, enfin en tout cas ce problème du partage de l'eau, du partage équitable de l'eau, de l'appropriation des ressources en eau, qui était finalement, avant ces manifestations peut-être violentes, en tout cas assez radicales, menées par les soulèvements de la terre, c'est ce qui permet aussi pour la 69, c'est aussi ce qui a permis aujourd'hui de débattre, que chacun puisse se faire un avis, puisse se renseigner, puisse se faire un avis sur ces projets, sur ces questions qui nous concernent tous. Donc on est bien dans le champ de la liberté d'expression. Alors l'expression, elle a besoin de mots, et on s'était interrogé sur l'instrumentalisation sémantique des mots de violence, de terrorisme et de tous les mots qui sont liés aux écologistes et aux luttes écologiques. Qui veut répondre? Qui veut parler de ça? Je vais revenir, mais en fait, vous disiez des trucs hyper intéressants et ça va avec les mots aussi, donc je me permets de revenir là-dessus. En fait, je trouve que l'exemple de Paul Watson est très parlant parce qu'il y a une criminalisation. On se dit c'est fou qu'un activiste soit en détention depuis plus de 100 jours parce qu'il s'attaquait à des navires qui opèrent en toute illégalité. Mais à côté de ça, il y a ce double discours, et il y a aussi un double discours qui nous a un petit peu frappé à la rédaction de Reporters, c'est que Paul Watson a reçu énormément de soutien, et a reçu par exemple du soutien du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, le président de la République, et par exemple d'Hervé Berville, qui à l'époque était secrétaire d'État à la mer. Et j'en discutais avec une de mes collègues qui est spécialiste des sujets océans, et on se disait, mais Hervé Berville, il n'était pas contre... il n'a pas rien fait pour empêcher le chalutage en eau profonde. Est-ce que c'est pas lui qui un petit peu freine pour qu'il y ait de vraies aires marines protégées? Eh bien si, c'est lui. Et pourtant, le gouvernement français va apporter son soutien à Paul Watson. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y a pas d'intérêt du gouvernement français dans ce que dénonce Paul Watson. La France ne chasse pas à la baleine. Donc, c'est facile pour le gouvernement de soutenir Paul Watson, de dire « Regardez, cet homme charismatique, c'est insupportable ce qui lui est fait », et donc de dénoncer d'autres pays, le Danemark, le Japon, en disant « Regardez ce qu'ils font, ça va pas du tout ». Et en faisant ça, il y a une sorte de distribution des bons points. Donc Paul Watson, militant charismatique pour les animaux, est présenté comme un bon militant écolo, et à l'inverse, des personnes qui vont lutter contre la montagne de Lure, projet illégal, ou qui vont lutter contre l'autoroute A69, vont être présentées comme des personnes très radicales, voire dangereuses. Et là, on en arrive du coup au terme d'éco-terroriste. C'est un problème pour la démocratie, je revenais au point précédent aussi, parce qu'en faisant ça, on ne peut pas avoir de débat apaisé sur le nouveau projet de société qu'on doit avoir, parce que il faut qu'on ait ce débat à un moment. Les scientifiques du GIEC le disent, et même le gouvernement quelque part le dit aussi quand il prépare un plan d'adaptation au changement climatique en disant qu'il faut qu'on se prépare, qu'on s'adapte à un climat de plus 4 degrés. Voilà le plan qu'on a préparé, on le met en consultation publique.
c'est pas suffisant pour avoir un débat, mais ça montre qu'il faut qu'on en ait un. Sur l'agriculture aussi, il faut qu'on ait un débat. Mais le problème, c'est que si les militants sont criminalisés et sont présentés comme des personnes très dangereuses, on ne peut pas discuter des changements d'agriculture. Par exemple, là, il y a une semaine, la cellule Déméter, donc une cellule de gendarmerie qui surveille certaines associations, comme par exemple les associations animalistes antispécistes, qui s'opposent à l'élevage industriel. La cellule Déméter, qui était contestée par ces associations, ça a été approuvé que oui, les gendarmes peuvent surveiller ces associations quand bien même elles ne font rien d'illégal. Donc on ne parle même pas de saccage ou d'action dans des abattoirs, par exemple. Là, ça a été reconnu judiciairement que la gendarmerie peut enquêter, peut surveiller des associations qui vont dénoncer l'élevage industriel. C'est une forme de criminalisation, c'est de se dire si la gendarmerie les surveille, c'est parce qu'ils font quelque chose de mal. Donc ça veut dire qu'ils sont dangereux quelque part. Et on ne va pas discuter avec des gens dangereux. Donc ça ne permet pas un débat apaisé. Et de ce point de vue-là, c'est un problème pour la démocratie. Et on en revient du coup à la question des écoterroristes. Quand Gérald Darmanin dit on a affaire à des écoterroristes, déjà c'est complètement, mais ça Sébastien le dira certainement mieux, c'est... En termes juridiques, ça n'a pas de sens puisque généralement, dans les actions, il peut y avoir des dégradations sur des biens, mais la désobéissance civile, donc des actions non violentes, donc du coup, qui ne va pas y avoir de violence sur des personnes, ça peut difficilement être caractérisé d'écoterrorisme. Et d'ailleurs, il me semble que l'écoterrorisme n'a pas de définition claire. C'est un mot qu'il a dit et qui a été repris, et que moi, en tant que journaliste, je vois quand je discute avec des gens qui sont même pas, qui vont s'informer, vont regarder la télévision et vont se dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et s'ils voient des personnes militantes, ils vont se dire peut-être que ce sont des écoterroristes. Et donc, il y a une confusion totale autour des mots. En changeant le sens des mots, ça rend, encore une fois, criminel des gens qui, en fait, dénoncent une situation pour l'intérêt général. Et je me perds du coup dans mes explications. Mais en fait, ça, c'est à la fois un problème pour la démocratie et parce que ça change totalement le sens des mots. Et je me répète. À qui je passe le micro ? Est-ce que je peux juste préciser quelque chose ou je voulais juste intervenir? Oui, bien sûr. Justement, par rapport à la notion d'écoterrorisme, je voulais juste dire, pour rejoindre ce que vous dites, c'est qu'en fait, Paul Watson est considéré comme un éco-terroriste au Japon. En fait, sur les sites de l'Institut de recherche des cétacés, donc qui pratique la chasse à la baleine, en fait, toutes les activités de l'association sont qualifiées de terroristes. Et en fait, voilà, ça rejoint la question de le fait que c'est un opposant à une activité économique de l'État, quoi. Donc là, on retombe sur le terrorisme, et par contre, c'est parce que là, il y a un soutien au niveau national, mais clairement, au Japon, c'est ce terme d'éco-terrorisme qui revient. Alors, au-delà des constats, des répressions, on arrive sur notre troisième partie, c'est comment on fait pour se positionner et comment on fait pour lutter quand même, comment on fait pour déjouer les choses trappes tendues par le gouvernement et par le pouvoir. Déjà, s'organiser et être solidaire, et ça, il y a un certain nombre d'initiatives, il y a des documentés, on l'a vu à Sainte-Soline avec ce que fait la Ligue des droits de l'homme, on le voit également sur la 69 avec l'Observatoire de violences policières à Toulouse, qui documente et qui ensuite peuvent aussi apporter un soutien juridique, avoir des avocats qui ont part en manifestation, enfin les legal teams, tout ce que font désormais les soulèvements de la terre ou d'autres. Je dirais aussi que en France, on a quand même si la spécificité de la France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a, et Michel Forst, quand on avait échangé avec lui, nous l'avait confirmé, puisque lui, il a un peu ce panorama européen, la France se distingue par une police extrêmement violente, et en revanche, une justice moins répressive
que dans d'autres pays. Voilà. L'Italie, c'est à peu près la même chose également, une police très violente. L'Angleterre, par exemple, se distingue par une justice extrêmement répressive et une police peut-être un peu moins violente, déjà en tout cas qui a un arsenal qui est moins équipé en termes d'arsenal lors des manifestations, mais par contre des peines de prison ferme qui sont très régulièrement prononcées en une situation extrêmement inquiétante en Angleterre. Et en France, on a également, parmi les institutions judiciaires, on a depuis 2020 des procureurs spécialisés en matière d'environnement qui sont réunis au sein des pôles régionaux environnementaux et qui sont chargés de poursuivre toutes les atteintes à l'environnement et donc qui sont en contact aussi avec les associations de protection de l'environnement qui leur rapportent des faits qui eux-mêmes peuvent poursuivre. Donc il y a aussi, j'allais dire, on a aussi, en tant qu'écologiste, certains alliés au sein du monde judiciaire que je fréquente. Il y a d'ailleurs une association qui a été créée, l'association française des magistrats pour la justice environnementale. Il y a aussi un groupe de magistrats qui s'est nommé les robes vertes et qui œuvrent aussi en faveur de cette justice environnementale et qui peuvent constituer aussi des alliés. Sur lequel aussi on peut, en tant qu'avocat, aussi les saisir quand on a des problèmes sur des poursuites de journalistes ou d'autres, etc. Saisir le procureur environnemental qui connaît les faits, qui connaît le contexte et qui peut lui-même aussi intervenir auprès de ses collègues pour pouvoir un peu désamorcer des situations. Voilà, donc là, et puis ensuite, effectivement, le rôle des journalistes, votre rôle est fondamental, pour pouvoir documenter l'ensemble de cette répression, quoi. Voilà, et la presse indépendante est aussi un des garants de nos libertés démocratiques et particulièrement dans ce domaine. Jean-François ? Il y a un des effets dont on a parlé, c'est que face à cette répression, il puisse y avoir un défaitisme, en tout cas un retrait des militants qui ont peur de s'engager par rapport à ces actions parce qu'il y a des effets violents ou de procès, etc. Peut-être qu'une des stratégies aussi peut être d'essayer de réfléchir et d'être inventif sur les formes d'action et d'essayer d'y apporter. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple avec les Rosy d'attaque qui proposent des danses, des chansons, etc. dans les manifestations. Ça, c'est né vraiment par rapport aux violences policières pour proposer un cadre joyeux où on enlève la peur en fait de ces violences et dans le cadre également des manifestations à l'époque où il y avait les grandes marches par exemple sur le climat, on avait fait intervenir Bread and Puppets qui est une compagnie américaine de marionnettes de rue, etc., avec qui on avait travaillé sur des ateliers un peu partout en France pour faire fabriquer des marionnettes de manifestations. Bon, c'est des formes comme ça qui puissent redonner envie de participer à ce combat-là de façon soit joyeuse, soit créative, etc., pour éviter effectivement le défaitisme et le retrait de toute envie en fait, de participer à ces luttes, quoi. D'accord. John ? Bon, moi, je vais répondre à la question frontalement, en mettant les pieds dans le plat. Et je pense que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Moi, je pense qu'il ne faut pas être violent. Je pense qu'il ne faut pas être violent. Quand on est justement un mouvement contestataire, parce que c'est le pouvoir qui a intérêt à la violence et qui la manipule le mieux. Je précise que la violence, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la dégradation matérielle. La violence, c'est uniquement ce qui porte atteinte à l'intégrité des individus, que ce soit physiquement ou que ce soit psychiquement, parce qu'il y a quand même plein de formes de violence psychologique dont on prend heureusement de plus en plus conscience sur d'autres sujets.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, dans le mouvement écologiste, dans la gauche en général, j'observe de plus en plus de complaisance envers les différentes formes de violence, de relativisme sur la part de violence qui existe chez nous, de rhétorique de justification, et qui, à mon avis, nous desservent. Parce que justement, c'est le pouvoir en place qui a intérêt à la violence, au point même qu'on le voit à maintes reprises. Le pouvoir provoque la violence quand on ne lui sert pas tout seul sur un plateau. Donc oui, je crois que quand on permet à une partie des manifestants d'être violents, et quand on justifie leurs actions, on tend le bâton pour se faire battre. Tu m'avais demandé dans la préparation une définition de la non-violence, de la stratégie non-violente. Moi, j'ai la moitié d'une définition à vous proposer. La non-violence, c'est combattre la violence et l'injustice autrement que par la violence. Ah, ça, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est autrement comment, c'est à inventer à chaque fois. Parce que justement, ce qui fait la pertinence de la non-violence, c'est de réussir à attirer l'adversaire sur un terrain sur lequel il n'est pas le plus fort, et donc pas sur le terrain de la violence. Et donc à chaque fois, ça demande d'inventer quelque chose, d'être créatif, de piéger quelque part l'adversaire, pour pas être sur un schéma écrit d'avance de violence contre violence qui sert toujours cette mécanique. L'histoire non violente est moins connue que l'histoire violente. Ça, voilà, on parle toujours plus de ce qui brûle, de ce qui fait scandale, de ce qui est violent que de ce qui est non violent, qui parfois obtient beaucoup de victoires. Gandhi disait « L'histoire de deux frères qui s'entretuent va faire le tour du pays. L'histoire de deux frères qui se sont fâchés et qui se sont réconciliés, personne ne va en parler. » Bon, il y a un pouvoir de fascination dans la violence qui fait partie de notre nature humaine, et donc effectivement la violence fera toujours parler. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui fait parler, ce qui est spectaculaire et ce qui est efficace et ce qui nous fait gagner. Moi je m'intéresse à ce qui nous fait gagner, et ce qui nous fait gagner, c'est quand on arrive à établir un rapport de force par rapport à l'adversaire et à l'attirer sur un terrain sur lequel on arrive à avoir l'avantage. Parmi les exemples auxquels moi j'ai participé, les décrocheurs de portraits dont on parlait, on a été réprimés. Quand on est non-violent, on n'esquive pas la répression. Mais comment on va la gérer? Et en fait, on a fait de tous les procès qu'on a eus, des tribunes médiatiques, les procès dans lesquels des scientifiques, des climatologues prenaient la parole publiquement, parfois pour la première fois. On a obtenu 16 relax, on a fait progresser la jurisprudence sur la liberté d'expression, mais aussi sur l'état de nécessité. On a eu le premier jugement cassé en appel, mais quand même le premier jugement sur l'état de nécessité, c'est-à-dire les citoyens ont raison de désobéir quand c'est pour l'urgence climatique. Donc on fait bouger les lignes, et nous, on n'a pas eu l'impression de perdre le bras de fer de l'opinion publique dans les décrocheurs de portraits. Ou quand on allait dans les banques faucher les chaises des banques qui pratiquent l'évasion fiscale, ce qu'on observait d'intéressant, c'est qu'il n'y avait pas que les gens de gauche qui étaient d'accord avec nous, il y avait aussi des gens de droite. Et qu'une action humoristique qui prenait à revers des banques extrêmement puissantes, qui ont des étages entiers de juristes et des étages entiers de communicants, et qui, parce qu'on a fait une action où on leur piquait des chaises dans les banques, savaient plus comment réagir, se prenaient les pieds dans le tapis, et toute leur puissance était inopérante sur le terrain sur lequel on les avait attirés. Et moi, je crois qu'il faut toujours avoir ça comme une boussole politique. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui fragilise le bloc adverse, qui crée des contradictions chez lui, qui casse son homogénéité. Et pas des actions qui sont les plus dures possibles, les plus radicales entre guillemets. Moi je pense qu'on a une mauvaise définition de la radicalité, mais c'est pas en criant le plus fort possible et en se durcissant qu'on est plus fort en réalité. Si en face ça soude le camp, si les policiers sont soudés entre eux, si les gens conservateurs de droite sont soudés entre eux, en fait on gagne pas, parce que notre bloc il est minoritaire. Donc il faut pas juste rassembler notre bloc, il faut pas juste être populaire dans notre bloc, il faut arriver à créer des divisions
division dans les blocs adverses. Et c'est jamais avec la violence qu'on y arrive. C'est toujours avec d'autres manières de tourner la lutte qui permettent à des gens de se désolidariser des camps qui nous sont opposés et qui se disent, les gens qui travaillent dans les banques, qui se disent, c'est vrai que c'est pas normal ce système d'évasion fiscale. Des gens qui sont aussi de droite et qui se disent c'est vrai que c'est pas normal qu'on en fasse si peu sur le dérèglement climatique. Moi je crois que l'efficacité d'une stratégie elle se mesure à ça, et c'est pour ça que moi je suis toujours un peu désespéré quand j'entends des slogans comme tout le monde déteste la police, comme si le vote pour le Rassemblement national de la police n'était pas déjà aussi élevé. Moi je pense qu'on l'augmente en faisant des slogans comme ça, en assignant les gens à leur rôle d'opposants. Il faut prendre conscience qu'on est minoritaire et que du coup les bonnes stratégies sont celles qui élargissent notre majorité et fragilisent les blocs adverses et pas soudent tout le monde dans son camp, parce que sinon en fait on restera les perdants de l'histoire. Je voulais apporter une petite nuance, et je ne suis pas totalement en accord, même si je le suis sur l'essentiel, et je crois aux voies de droit en tant qu'avocat, mais ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple, c'est celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Tous les recours juridiques ont échoué. Il y a eu un référendum. Les gens se sont prononcés favorablement à cet aéroport. On voit aujourd'hui, 10-12 ans après, que je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, une majorité des Français penseraient que cet aéroport est un non-sens. Sauf qu'en 2010, 2011, 2012, c'était pas le cas. Et lorsqu'il y a eu l'opération César en 2012 pour exclure, enfin vider les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ça a été extrêmement violent. Et c'est parce qu'il y a eu des dizaines de policiers et de gendarmes qui ont été blessés dans cette opération que l'État a cédé. Et c'est le sens un peu de la défense qu'on avait voulu avoir dans le cadre de la dissolution des soulèvements de la Terre. On avait formé une coalition d'associations de protection de l'environnement qui publient des rapports, qui font des recours, Agir pour l'environnement, Notre Affaire à tous. Il y avait des partis politiques, Europe Écologie et Verts, la France Insoumise. Il y avait aussi à nos côtés le syndicat de la magistrature, il y avait le syndicat des avocats de France. Et en fait, l'idée de toute cette coalition qui se revendiquait membre des soulèvements de la Terre, c'était de dire aussi que l'écologie fait bloc. On a chacun nos moyens d'action. Voilà. L'un, ce sont des recours juridiques, l'autre, c'est de publier des rapports, de faire des études, et d'autres, c'est la désobéissance civile, et parfois une désobéissance civile radicale qui peut aussi glisser dans une certaine forme de violence, principalement à l'encontre des biens, et heureusement, beaucoup plus rarement à l'encontre des personnes, et quand c'est le cas, c'est souvent aussi de la violence qui est provoquée par la police. Et l'idée, c'était de dire que nous faisons tous bloc, mais nous avons chacun nos modes d'expression, nos modes d'action qui sont différents, qui sont distincts. Mais finalement, et c'est ce qui fait, c'est ce qui nous réunit au sein de ce mouvement écologiste, c'est finalement, on tend vers un modèle de société qui est plus juste, plus égalitaire, plus durable, plus respectueux du vivant, et c'est ce qui nous rassemble, voilà, au-delà des modalités d'action. Donc je pense que parfois, hélas, la violence peut aussi être en tout cas nécessaire. En tout cas, force est de constater que parfois, elle a aussi un certain nombre d'effets positifs. Pardon ? Oui. Avez-vous des questions ? Merci pour cet échange. Déjà un petit commentaire, je ne sais pas si des gens dans la salle ont déjà vu le documentaire Relax sur le groupe de Tarnac. Je vous invite très fortement à regarder ce documentaire sur les derniers mois avant leur relax définitive. Pas des têtes de pont médiatiques, mais plutôt des autres membres du groupe qui vivent, je ne sais plus dans quel département dans la campagne. C'est riche en enseignements et c'est un peu l'avant-goût en fait qu'on se prend aujourd'hui en termes de criminalisation des gens qui travaillent sur les questions d'environnement. Je vous entends donc parler qu'on est encore dans un état de droit, ou en tout cas ce qu'il en reste pour l'instant.
On détricote les lois. On se bat un peu contre, c'est le pot de fer contre le pot de terre contre le pot de fer plutôt. Mais on évoque peu, et c'est bien dommage, je n'entends pas assez dans les associations d'environnement la question de la corruption. Alors Anticor a gentiment récupéré son agrément contre l'État qui a été condamné pile au moment où Gabriel Attal est parti. A récupéré son agrément pour pouvoir mener des campagnes, attaquer sur des affaires de corruption. Il y a d'autres associations qui travaillent aussi sur les questions de corruption. Moi, j'invite tout un chacun de faire la chasse à la corruption, en fait. Et j'aimerais bien que dans l'environnement, plutôt que de s'attaquer aux conséquences des problèmes qui sont liés directement à des problèmes d'entreprises privées qui mettent la pression sur les politiques ou qui ont des interactions d'intérêt mutuel avec des politiques, on met plutôt en avant la recherche de la corruption à tous les niveaux de l'État, du plus petit niveau au plus haut. Oui, bonsoir. Je suis Jean-Claude Noyer, je fais partie des JNE, co-organisateur d'un festival de l'écologie près de Saint-Malo à Saint-Jacques, dont le thème l'année dernière c'était « Faut-il être radical pour sauver la planète ?» Donc je voudrais relancer la question de la violence parce que moi personnellement, culturellement, spirituellement parlant, je suis plutôt non-violent, mais j'avoue que comme beaucoup de militants écologistes aujourd'hui, je m'interroge puisque 40 ans ou plus d'actions non-violentes finalement n'ont pas du tout permis de renverser la méga-machine, si vous me permettez la métaphore. Donc la question aujourd'hui se pose vraiment, qu'est-ce qui peut renverser la méga-machine? Et je dois dire que j'ai bien apprécié l'intervention qui disait que parfois, comme à Notre-Dame-des-Landes, une action un peu musclée ou une résistance musclée a permis de faire avancer les choses. Et en tout cas, il y a aussi la question de la définition de la violence. Parce que j'ai posé la question à Greenpeace, est-ce que le sabotage de sites industriels ou de sites toxiques est considéré par Greenpeace comme violent? On m'a répondu oui, mais à XR, c'est pas du tout considéré comme une action violente, c'est considéré comme une action légitime. Donc voilà, je pose simplement c'est pas vraiment une question, mais je fais part d'interrogation en tout cas. Ça interroge. Voilà, pourtant, on parle d'éco-terrorisme, on n'a jamais parlé d'agri-terrorisme. Et pourtant, on a quand même des personnes qui parfois posent des bombes. Lorsque Gabriel Attal, l'année dernière, à l'Assemblée, prononçait son fameux discours tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à le nettoyer. Au moment même où il prononçait ces mots à l'Assemblée nationale, il y avait des agriculteurs qui déversaient des tonnes de purin sur des préfectures partout en France. Voilà. Et qui pourtant n'ont jamais été poursuivis, criminalisés, etc. Donc il y a aussi, on ne l'a pas dit, mais ce deux poids deux mesures qui, à mon sens, est insupportable dans un état de droit démocratique, parce qui est en violation totale avec l'égalité. Alors je ne dis pas qu'il faut une répression égale contre les agriculteurs qui aussi ont des motifs très légitimes parfois pour exprimer leur colère, ou vous le disiez, les gilets jaunes qui ont été eux très fortement réprimés. Voilà, donc on peut s'interroger aussi sur ce deux poids deux mesures. Voilà, je ne dis pas qu'il faut réprimer, qu'il faut dissoudre la FNSEA, etc. C'est pas le sens de mes propos, mais voilà, on peut en tout cas être scandalisé par ce deux poids deux mesures. Est-ce qu'il y a d'autres réponses par rapport à la question soulevée? Moi, je voulais juste préciser aussi par rapport à la... Vous m'entendez?
Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, allez-y, oui. Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi la violence des pêcheurs en fait qui ont brûlé l'OFB récemment, et on en revient exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire un deux poids deux mesures avec des militants qui vont être sanctionnés, poursuivis pour transport d'espèces protégées, parce qu'en fait les militants ont amené des dauphins sur les places pour montrer qu'il y avait des captures accidentelles de dauphins et qui ont été poursuivis. Et par contre, des pêcheurs qui ont brûlé l'OFB et qui sont allés menacer certaines personnes de l'association à leur domicile et qui n'ont pas été absolument pas poursuivis. Donc je rejoins ce que vous dites. Merci. Le dossier a été classé sans suite il y a quelques semaines, d'ailleurs, qui est l'incendie du siège de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à Brest, en marge d'une manifestation de pêcheurs l'année dernière. Oui, j'avais une question et qui est peut-être plus une remarque qu'une question. Autour de la violence, c'est une vraie question et il me semble que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et c'est une question que je me pose depuis longtemps parce que je suis historienne et que donc j'ai appris aussi à penser aux événements en disant si on n'avait pas pris la Bastille en août 89, l'Assemblée n'aurait pas accouché de la Déclaration des droits de l'homme. Donc il y a quand même des continuités qui amènent à réfléchir au fait que récuser la violence dans l'absolu, c'est pas forcément complètement satisfaisant. Alors je vous proposerai peut-être deux approches. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez montré, rappelé, c'est que la violence, dans certains cas, dans les cas de lutte locale, ça peut marcher. Parce que c'est la seule façon de s'opposer. Mais je pense que la question qui était posée par qui était soulevée plutôt par l'autre interlocuteur, c'était plutôt une question de politique globale. C'est-à-dire comment réussir à emmener avec nous l'opinion. Effectivement, là, la violence, ça marche pas, et ça marche d'autant moins qu'évidemment, elle est montée en épingle, elle est instrumentalisée par le pouvoir, etc. Et c'est deux choses différentes qu'il faudrait réussir à faire converger, convaincre d'un côté, persuader, embarquer, tout ça. Effectivement, répondre aussi au cas par cas et au coup par coup. En tant qu'historien, vous devez connaître aussi les éco-guerriers. Là, je remonte à 1850 et le mouvement pour la préservation de la forêt de Fontainebleau, Georges Sand, etc., toute une série d'artistes soutenus par Victor Hugo notamment, mais qui se revendiquaient comme éco-guerriers et qui allaient détruire les plantations de jeunes pins en ligne, etc., pour préserver la forêt de Fontainebleau. Et la première lutte qui a donné lieu à la création de la première réserve à Barbizon en 1854. C'est vrai aussi pour apporter au débat que la notion de violence en fait peut être extrêmement subjective. Enfin, on peut avoir une définition de la violence juridique, on peut avoir une définition par l'histoire effectivement, mais pour témoigner de ça, nous quand on fait des formations à l'action, on commence par montrer différentes formes d'action et demander aux participants s'ils jugent l'action violente ou non violente. Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement subjectif et que pour certaines personnes, certaines choses sont violentes, pour d'autres, elles sont non violentes, et qu'il peut y avoir des tas d'aspects de violence, par exemple psychologiques ou autres, qui ne sont pas pensés par certains participants et qui sont du coup, ça fait réfléchir d'ailleurs ces moments de réflexion. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'ailleurs d'avoir un consensus d'action quand on fait de la désobéissance civile, pour être bien d'accord sur une définition, comme tu disais, par exemple c'est la violence contre les personnes, ce qu'on pratique aussi chez Attac. Mais en tout cas, c'est une question qui c'est une définition, un mot qui souvent n'est pas évident à utiliser parce que il revêt des tas d'acceptions différentes suivant les sensibilités, suivant la réflexion aussi, parce qu'on peut changer évidemment d'avis sur ces questions-là en travaillant la question. Alors,
Mais je vais essayer de faire vite, de réagir à quelques points. La perception de la violence, c'est subjectif, comme en fait toutes les notions éthiques. La justice, c'est subjectif. Il y a plein de gens de droite qui trouvent que c'est injuste de payer trop d'impôts et de partager les richesses. La liberté, c'est subjectif. Je pense qu'ici, on n'a pas la même notion de liberté que Elon Musk, par exemple, qui a aussi sa propre notion de liberté. Et pourtant, on ne s'en fait pas un frein de se dire, bon, on ne peut pas vraiment parler de justice et de justice sociale parce que personne n'en a vraiment la même définition. On ne peut pas vraiment parler de liberté parce que personne n'en a la même définition. On définit des choses, on fixe des limites, on crée des revendications et on se débrouille avec ça. C'est pareil avec la violence et la non-violence. Oui, on a un rapport subjectif à la violence et à la non-violence, toutes les formes de violence. C'est pas un vrai problème, c'est pas un vrai frein. Parce que nous, on fait le même exercice que vous depuis très longtemps et la conclusion qu'on en tire, c'est que voilà, puisque tout le monde a un rapport subjectif à ce qui est violent et pas violent, on va au moins se mettre d'accord dans notre groupe sur où on va fixer les limites. Et comme ça, chacun va être à l'aise. Et comme il y a plein de mouvements, effectivement, Greenpeace, c'est pas qu'ils pensent que c'est violent de faire du sabotage, c'est que eux, ils l'intègrent pas dans leur mode d'action. Ils nous disent pas que c'est violent, mais eux, ils l'intègrent pas. C'est leur choix. Il y en a d'autres qui l'intègrent. Donc on va avoir différents critères. Tant mieux. Comme ça, chacun peut trouver son cadre. Il y a quand même une différence fondamentale entre la violence et la non-violence dans sa mécanique. La mécanique de la violence crée une escalade de la violence. Quand on voit une escalade de la violence, c'est la violence qui est à l'œuvre. La non-violence, c'est quelque chose qui désamorce cette escalade. Il y a du conflit, il y a de la confrontation, mais ça ne dégénère pas en violence. C'est ça la différence entre la violence et la non-violence. Et alors ensuite, c'est un pari. On parie, est-ce qu'avec cette action qui va perturber, certains vont dire qu'elle est violente, certains vont dire qu'elle n'est pas violente, qui va tirer son épingle du jeu à la fin? Est-ce qu'on va augmenter notre rapport de force? Est-ce qu'on va convaincre les gens? Et c'est forcément des paris. Les mœurs, je pense, ont évolué entre la prise de la Bastille et aujourd'hui, et heureusement, la violence est davantage un tabou aujourd'hui qu'avant, et je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, je pense que c'est dans la lignée du progrès social et humain de faire qu'il y ait de moins en moins de violence, et que la violence soit pas un mode d'expression et de résolution des problèmes dans les sociétés, et qu'on trouve d'autres manières de faire. Mais effectivement, dans l'histoire, parfois, la violence a obtenu des résultats avec le prix de la violence qui va avec. On peut être violent et plein n'ont rien donné d'autre que des choses contre-productives, de plein de luttes armées, que ce soit action directe, etc. Mais en tout cas, et on est beaucoup moins violent aujourd'hui que ce qu'on a pu l'être avant. Action directe, assassiner des PDG devant leur maison où dormaient leurs enfants pour dénoncer les suppressions d'emplois. Bon, c'était il y a 30-40 ans. Voilà. Après, je termine. Je ne crois pas que le gouvernement a cédé à Notre-Dame-des-Landes parce que des policiers étaient blessés. Les policiers se sont protégés déjà pas trop mal. Sur l'opération César, ils ne savaient pas du tout où ils mettaient les pieds. Donc effectivement, là, ils ont découvert ce qu'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ensuite, en fait, c'est une question de marge de manœuvre politique. Hollande était bloqué, il avait les Verts au gouvernement. Valls, il voulait y aller, lui. Il avait dit, il y a un kyste, il faut l'enlever, etc. Il était chaud comme la braise. Mais Hollande, avec les Verts au gouvernement, n'avait pas la marge politique pour se reprendre à un gros scandale, parce que lui, il est soi-disant de gauche. Donc il fallait qu'il peut-être se fasse réélire après. Par contre, une fois que c'est Macron et Édouard Philippe, pas de problème. Et là, en fait, ce qui s'est passé en 2018, ils ont dit on va se débarrasser de ce problème. L'aéroport, on l'arrête. C'était une connerie, mais c'était pas la nôtre. Par contre, les zadistes, ils rentrent dans les clous. Ils signent les papiers qu'on leur dit. Les zadistes, ils ont dit non, il n'en est pas question. Ce qui est intéressant dans la ZAD, c'est qu'on invente un nouveau modèle. Grosse évacuation, opération très militarisée d'évacuation, contre laquelle la contre-violence militante n'a rien pu faire. Et après cet épisode-là, 90% des zadistes ont dit « Ok, on signe vos papiers ». Et on rentre dans les clous. Et les 10% qui n'ont pas voulu le faire, il y avait un ultimatum, deuxième évacuation militarisée du gouvernement, et ils ont tous dégagé. À la fin, sur le terrain de la violence, c'est pas nous qui avons gagné. Et effectivement, par contre, à un moment ponctuel, un peu exceptionnel, ça a fait gagner un temps très précieux qui nous a permis effectivement d'empêcher que le béton coule et que l'aéroport se construise. On me dit souvent, c'est l'oppresseur qui fixe le niveau de la violence. Alors ça revient beaucoup, cette citation qui, je crois, est de Nelson Mandela, qui n'était pas un militant non violent. C'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. Mais c'est précisément pour ça qu'on n'a aucun intérêt à aller sur le terrain de la violence, puisque c'est lui qui fixe le niveau de violence. Il va le fixer au niveau qui l'intéresse lui, pas
pas au niveau qui nous arrange nous. Ça me paraît assez évident. Je termine par quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À Sainte-Soline, le dispositif policier ne pouvait pas déboucher sur autre chose qu'un carnage. Ils ont mis 3000 gendarmes dans une position de forteresse autour d'un trou dans lequel il n'y avait rien. Les gendarmes n'avaient pas de position de repli. C'est pas pour les excuser, hein, mais c'était évident que ça allait se terminer comme ça et qu'ils ont déclenché la répression avant de se retrouver à 10 mètres des manifestants. Et effectivement, ils ont commencé un petit peu tôt parce qu'ils étaient déjà acculés. C'est pas leur faute, c'est les ordres qu'ils ont reçus. Quelques semaines après, à l'A69, aucun affrontement violent. J'ai demandé à mes amis qui étaient, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait des militants en cagoule prêts à l'affrontement violent avec les forces de l'ordre, oui ou non? Oui, ils étaient là. Mais les forces de l'ordre, elles étaient très en retrait. Elles étaient sur place, mais à distance. Et du coup, il n'y avait pas d'affrontement possible. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le pouvoir qui décide quand il y a de la violence ou qu'il n'y a pas de la violence. À Sainte-Soline, il a décidé de taper très fort pour avoir les images du discours de criminalisation de Darmanin. À la 69, quelques semaines plus tard, il a dit « on va lever un peu le pied ». Et il y a une phrase, et je ne connais pas son auteur, qui dit « quand tu n'as pas de stratégie, c'est que tu fais partie de la stratégie de quelqu'un d'autre ». La violence, ce n'est pas une stratégie parce qu'il y a quelque chose d'absolument impossible à maîtriser avec la violence. Et malheureusement, je crois que quand nous, on utilise la violence, on fait partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. De Darmanin hier, de Valls avant-hier, de Retailleau demain. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces réponses très riches. J'ai une question un peu globale. J'ai cru comprendre qu'en général, il y a une sorte d'augmentation de répression, que ce soit des poursuites en justice, entre autres. Mais est-ce que ça a pu être quantifié? Est-ce que c'est quelque chose en cours? Est-ce qu'il y a une étude ou des discussions, que sais-je, qui essaient de quantifier ce type de phénomène? Et même question par rapport aux décisions prises par le Cour de droits de l'homme européen, la Cour européenne de droits de l'homme, merci, par rapport à l'État français. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y en a plusieurs décisions, plusieurs condamnations de l'État français pour ce type de violation, mais est-ce que ça aussi, vous êtes en train de quantifier quelque part? Merci. Oui, alors là, je vais parler d'une idée qui avait été lancée par Marine Tondelier après les événements de Sainte-Soline auxquels elle participait et qui avait suggéré l'idée de créer un observatoire des violences faites aux écologistes. Et donc là, on essaye de mettre ce projet sur pied avec l'une de mes consoeurs, Laura Abramovic, qui est au barreau de Dijon. Et donc l'objectif qu'on recherche, avec des moyens limités, on va essayer de travailler avec des étudiants de Sciences Po Toulouse pour nous aider, mais c'est de faire un travail justement de recension, parce qu'on n'a pas ce bilan. Il y a des recensions qui se font au niveau local, sur des luttes locales. Alors, je l'ai dit, l'A69 est assez bien documenté. Sainte-Soline, il y avait les observateurs de la Ligue des droits de l'homme. Mais globalement, on n'a pas ce panorama au niveau national. Et ce qu'on cherche à faire, à élaborer, c'est d'avoir un rapport annuel qui puisse faire état de l'ensemble des différents types de violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient du harcèlement, qu'elles soient policières ou qu'elles soient judiciaires. Et ensuite, un peu sur le modèle de ce que fait SOS Homophobie en matière de violences faites aux LGBT, c'est de pouvoir aussi en mesurer l'évolution d'une année sur l'autre, ou ce qu'on fait en matière de racisme ou d'antisémitisme, où on voit une augmentation, etc., ou une baisse sur certains points. Voilà. Et d'avoir aujourd'hui ce panorama, on pense que c'est un outil qui est nécessaire. Michel Forst nous l'a confirmé. Il n'y a pas d'autres initiatives de ce type-là dans les autres pays européens. C'est plus des regroupements d'avocats pour élaborer des stratégies de défense collective, mais en tout cas, il n'y a pas cet état des lieux. Lui cherche un peu à le faire, à dresser ce panorama au niveau européen, mais en tout cas, c'est nécessaire de l'avoir au niveau français pour pouvoir ensuite faire un rôle de plaidoyer, pouvoir intervenir auprès de parlementaires pour faire opposition à des projets de loi, avoir des argumentaires, et puis après, peut-être aussi dans un second temps,
longtemps, mais en tout cas c'est pas d'actualité. Il y a aussi ce besoin de soutien juridique à des personnes qui sont poursuivies, qui sont harcelées, qui sont convoquées, de soutien psychologique. On n'en parle pas, mais c'est aussi important. Il y a Sainte-Soline, il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués psychologiquement, et c'est ce que fait maintenant les soulèvements de la terre dans ce qu'ils appellent la base arrière, d'avoir aussi une cellule de soutien psychologique par des gens qui font face à des événements, à des actes de violence, qui peuvent les atteindre personnellement, Et c'est pas uniquement physique, c'est aussi ce besoin d'aide psychologique. Donc ça n'existe pas, mais il y a ce besoin et on essaye un peu d'y travailler pour combler ce vide. Moi, j'aimerais revenir en fait sur ce qu'on appelle violence. Je pense que c'est plus clair quand on dit que c'est une atteinte à la personne qu'on considère violence. Donc, tous les restes des actions qui peuvent être quand même peut-être radicales pour un certain partie de la population et de l'opinion publique, si on les considère comme désobéissance civile. Et vous avez tous quand même partagé plusieurs épisodes de désobéissance qui étaient peut-être plus successifs, qui ont eu des succès ou des relax. J'aimerais du coup demander au niveau loi, est-ce que ça peut rester, est-ce que c'est assez protégé? Est-ce que la plupart de ces genres de désobéissance, ils restent relaxés ou abandonnés comme dossier? Et est-ce qu'au niveau loi, vu que vous avez parlé des tricotages des lois de protection et de la Convention, est-ce qu'il y a des projets de reprotéger ou revoter d'autres lois pour protéger cette partie des lois sur l'environnement et sur la partie que le civil puisse accéder aux juges, etc., avant que ce soit tout détricoté? Alors, je ne suis pas totalement d'accord aussi sur cette définition de la violence, à la limiter aux violences faites aux personnes. Alors effectivement, en droit, quand on parle de violence volontaire ou de violence involontaire, c'est à des personnes, c'est pas à des biens. Ceci dit, si demain il y a des gens, parce qu'ils ne partagent pas vos idées, qui vont mettre le feu à votre maison, vous allez le percevoir comme un acte extrêmement violent aussi. Voilà. Et je pense que si vous interrogez les gens lors des manifestations qu'il y a des abribus ou des voitures de police qui brûlent, ils considèrent eux-mêmes que ça relève de la violence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Code de la sécurité intérieure, pour justifier la dissolution des associations ou des groupements de fait, vise les associations et les groupements qui appellent à la violence commise contre les biens ou les personnes, donc en englobant les deux. Voilà. Donc il faut faire très attention, je pense, avec cette définition restrictive de la violence, en disant c'est uniquement les personnes. Voilà, je pense que nous tous, si on s'attaque aussi à nos biens, notamment à notre habitation, on va considérer nous-mêmes ça comme un acte de violence, et je pense que ça l'est. Et la violence faite aux biens peut engendrer aussi une violence psychologique, qui pour le coup est vraiment de la violence qu'on vit dans notre corps. La protection de la désobéissance civile, je l'ai dit tout à l'heure, s'appuie. Alors il y a deux stratégies qui sont avancées. Il y a celle de l'état de nécessité, l'état de nécessité, c'est commettre, parce que la désobéissance civile, c'est transgresser la loi. Donc l'état de nécessité, ça veut dire qu'on transgresse la loi, mais pour parer à une menace imminente et quasiment existentielle. Alors ça a fonctionné dans quelques cas, très rarement en première instance, par des juges peut-être qui ont une certaine sympathie aussi pour les personnes qui étaient présentées devant elles, mais des décisions qui ont été systématiquement cassées en appel. En revanche, la stratégie qui fonctionne beaucoup mieux, qui était celle des décrocheurs de portraits, c'est invoquer la Convention européenne des droits de l'homme et se placer sous la protection de la liberté d'expression. Voilà. Et c'est celle-ci, puisque finalement la désobéissance civile menée par les écologistes est finalement une manière de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on désobéit pour pouvoir dénoncer quelque chose. On désobéit que lorsque les soulèvements de la terre, même lorsqu'ils vont commettre des dégradations parfois assez fortes, je pense à l'usine Lafarge, à Bouc-Bel-Air, ou même dégrader des serres de maraîchage industriel en Loire-Atlantique, ces actions n'ont jamais mis en péril une activité économique, une entreprise,
une association. Et si c'était donc la cimenterie qui a été visée à Bouc-Bel-Air, c'était une cimenterie du groupe Lafarge, je suis convaincu que les soulèvements de la terre ne se seraient pas, pour dénoncer finalement les impacts du ciment, ne se seraient jamais attaqués à une cimenterie familiale d'une entreprise individuelle avec quelques employés qui, là pour le coup, victimes de tels dégâts, auraient été mis en péril avec les conséquences qu'il y aurait pu y avoir sur des personnes, des individus. Parce que là, en s'attaquant à un groupe, à une multinationale telle que Lafarge, ça restait dans le champ du symbolique. Voilà, même si c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts, ça reste dans le champ du symbolique pour une multinationale comme Lafarge, y compris pour les serres de maraîchage industriel. C'était pas des entreprises, c'était pas des maraîchers individuels qui étaient attaqués, où les serres étaient lapidées. C'était bien une entreprise qui avait plusieurs centaines de salariés, et donc ça restait dans le champ du symbolique et donc dans le champ de la liberté d'expression. Et c'est là où la liberté d'expression, mais il faut être extrêmement prudent, et je pense toujours, lorsqu'on va dénoncer telle ou telle chose, toujours faire attention aux conséquences que ça peut avoir sur les individus, et que ça reste finalement dans le champ du symbole, et donc ce qui permet de se placer sous la protection de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'exercice de la liberté d'expression. Oui, bonsoir. J'apprécie beaucoup cet échange et la qualité de vos interventions, et celle du public aussi. Je voulais revenir sur différents aspects liés à la corruption qu'a évoqué une amie qui s'appelle Charlotte, et sur la violence ressentie ou alors vécue par les gens sur le terrain. Il y a quelques années, on s'est beaucoup battu contre le nucléaire, et on s'est battu aussi contre les algues vertes. On n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, ou ce soir. Alors je pense que c'est très difficile de se battre contre le nucléaire parce que la force en face est vraiment très grande et les problèmes techniques et autres sont difficilement approchables. Il y a quand même une façon, c'est comme faisaient les agriculteurs dans le temps, ils occupaient le terrain. Et ils avaient des gens autour d'eux qui connaissaient des données scientifiques qu'ils pouvaient appliquer au terrain en présence. C'est tout. On a des données scientifiques, on montre qu'à Bure, ça ne peut pas marcher. On a des données scientifiques, mais on ne les a pas au moment des combats. C'est que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il est situé sur des terrains. Ségolène Royal, moi aussi je mets les pieds dans le plat. Elle savait tout ça, mais elle ne l'a pas dit. Il y a des terrains successifs avec de l'argile qui font qu'au bout de 10 ans, avant la période de garantie légale, ça se casse déjà la figure. Donc c'est quelque chose de nul et non avenu. Ça ne sert à rien de le faire, même pour les politiques, même pour les industriels, même pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui prend l'avion et qui se pose sur un aérodrome où tout est en train de flotter, c'est pas possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir. Pour compléter ce qui a été dit et rebondir sur la question de est-ce que la répression augmente, est-ce qu'on sait où elle en est exactement. Je suis partie d'une association qui vient de se créer, qui documente justement tous les procès qui sont menés contre des militants et militantes écologistes. Ce qu'on semble constater, c'est que un des moments d'augmentation, c'est janvier 2023 en France. Et face à la question de est-ce qu'on a assez de données pour pouvoir prouver ça, la question pas encore vraiment, mais c'est en train de se mettre en place au niveau européen entre les équipes juridiques de différentes organisations d'action. Voilà, donc on saura vous dire ça encore mieux l'année prochaine, mais ça commence. Et une chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on fait ce travail dans l'inventaire, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas médiatisées. Et je voulais parler d'une personne à qui il est reproché d'avoir incendié des engins de chantier sur la 69, qui est en prison actuellement, dans une prison pour hommes, alors que c'est une personne qui est une femme à Tarbes. Et c'est un cas assez dramatique et dont malheureusement on entendra assez peu parler, je pense. Bonsoir. C'est une question pour John, quand tu fais cette analyse en disant on ne va pas sur la violence parce que c'est pas là où on peut gagner, c'est extrêmement convaincant, et d'ailleurs tu as été vachement applaudi parce que je pense qu'on est nombreux à penser comme ça. Mais donc la partie suivante, c'est finalement où est-ce que tu proposes qu'on aille en fait, où est-ce que tu penses qu'on peut rester et on ne peut pas être attaqué pénalement, puisque c'est le sujet de la soirée, tout en réussissant à être bien placé par rapport à nos opposants. Non, l'objectif, c'est pas de ne pas être attaqué pénalement, parce que
Parce que dans la non-violence, il y a aussi la désobéissance civile, il y a aussi des choses illégales qu'on fait sans violence. Et en fait, devant les stratégies de fait accompli que notamment Sébastien, tu as décrit, on est obligé d'essayer de court-circuiter les choses et souvent on est obligé de faire des choses soit en zone grise, soit illégale. Donc l'objectif, c'est pas d'éviter les poursuites à tout prix. Sur les territoires, contre les projets de toutes sortes, les projets routiers, etc., on est obligé de faire une partie des actions, obligé, on est souvent amené à faire une partie des actions illégales. La ligne rouge, elle n'est pas là. Moi, j'encourage à faire des stratégies de lutte non violente, aussi parce que je constate que ça fonctionne. Et qu'on a régulièrement des victoires après des mobilisations non violentes, soit historiques. On a des OGM en France, mais on a évité la grosse armada des OGM classiques grâce à un moratoire obtenu après une grosse campagne de désobéissance civile et d'action non violente. On n'a pas de gaz de schiste en France grâce à une mobilisation non violente, où il n'y a pas eu de violence, où il y a eu un peu de sabotage d'ailleurs, mais il n'y avait pas de violence. On en parle assez peu, une victoire éclair en quelques mois, mais on aurait pu avoir des gaz de schiste en France. Il y en a, hein, on aurait pu les exploiter. On ne le fait pas. Et au niveau local, il n'y a pas de médiatisation nationale de plein de luttes, mais là, rien que cette année, nous, dans notre réseau, on a un groupe qui a empêché un gros projet de vélodrome géant sur un territoire rural, dans un espèce de délire de complexe sportif olympique, je sais pas quoi, qui allait encore artificialiser des zones humides. Ils l'ont empêché avec des mobilisations et des actions non violentes. Et à côté de chez moi, au Pays Basque, on vient d'empêcher l'artificialisation d'une zone humide en périphérie de Bayonne, où ils voulaient encore faire couler du béton et construire des trucs avec des mobilisations non violentes. Mais j'en reviens au point. Qui a entendu parler du vélodrome de la vallée de l'Arve ou des Barthes de Mouguère ? Toi. Bon, voilà, beaucoup moins de gens que ceux qui ont entendu parler de l'A69 ou de Sainte-Soline, où pour l'instant on n'a pas gagné. Vous voyez, donc c'est toujours pareil. Il faut pas confondre ce qui fait du bruit et ce qui fonctionne. Et pour autant, la non-violence, c'est pas une baguette magique, hein. On peut aussi perdre, c'est toujours une question de rapport de force. Moi, ce que j'essaie de décrire, c'est que la violence, je le vois bien, que c'est un piège qui se referme sur nous, donc autant pas mettre les pieds dedans. Après, dans la non-violence, je ne dis pas que vous gagnez automatiquement. C'est toujours du travail, c'est toujours de la mobilisation, c'est toujours une manière de construire un rapport de force, et c'est toujours difficile, parce que nos idées, même si elles ont progressé, sont pour l'instant minoritaires, donc il faut toujours réussir le tour de force, d'avoir un rapport de force. Pour moi, le rapport de force, il est toujours indexé sur le soutien à l'opinion publique, parce que c'est toujours des batailles politiques, au final. Et les victoires, c'est toujours une décision juridique et une décision politique qui les entérine. On ne gagne pas quelque chose avec une ZAD éternelle en bloquant éternellement un chantier. On gagne du temps. Mais à la fin, c'est quand même une victoire politique et juridique qu'on doit obtenir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce débat. C'est intéressant ce que tu dis, je vais rebondir dessus sur c'est quoi les victoires et puis c'est quoi qui nous pend en nez. Moi je fais partie de l'association L214. On est pas mal dans le viseur en ce moment. C'était pour nous l'amendement Le Fur qui est passé sur le fait de ne plus pouvoir faire de reçus fiscaux aux membres. Sauf que c'était L214 qui a été nommé, mais ça concerne l'ensemble des associations, en réalité. En faisant passer l'association pour une association qui agresse les agriculteurs, qui agresse les éleveurs et tout ça. Et on voit que il n'y a aucun fondement là-dessus. On ne peut pas reprocher à L214 une seule action violente à l'encontre de quiconque. Mais il y a une instrumentalisation sur la question de l'agribashing, sur la question de la critique en fait, d'un modèle agricole et alimentaire qui aujourd'hui est très nuisible. Tu disais, on est minoritaire sur l'élevage intensif, c'est-à-dire les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux. C'est grosso modo entre 8 et 9 personnes sur 10, quand on les interroge, qui sont opposées à ça.
En réalité, je pense que sur beaucoup de revendications qu'on peut avoir, c'est une majorité de personnes qui y adhèrent. Sauf qu'en face, effectivement, on a la FNSEA, qui est grosso modo en cogestion avec le gouvernement encore aujourd'hui. Et l'amendement qui est porté par Corentin Le Fur et par son père avant, c'est un amendement qui est porté par la FNSEA, en réalité, qui est donné. On a eu accès à la LIAS qu'ils ont faite l'année dernière. Et on a, nous, une jurisprudence qui est en train de se construire, qui est hyper inquiétante, où dans les derniers jugements qu'on a, c'est vous n'avez pas le droit de montrer de vidéo si vous n'avez pas l'accord du propriétaire, qui regarde L214, mais qui regarde tout le monde finalement. Si vous avez des images qui sortent d'un EHPAD, si vous avez des images qui sortent d'une classe maternelle, vous ne pouvez pas les montrer si vous n'avez pas l'accord du propriétaire. Voilà, donc là on va à la CEDH, effectivement, enfin on va poursuivre l'action par rapport à ça. Mais c'est des décisions. Aujourd'hui, en fait, on voit une espèce de NAS se refermer. Déméter, c'est aussi sur les actions antispécistes que ça se décide. 15 000 atteintes au monde agricole. Sur les 15 000 qui sont des crimes crapuleux, des vols de GPS, des vols de carburant qui n'ont rien à voir avec justement les actions de nature idéologique des écologistes ou des animalistes. Et pour autant, la priorité, c'est ce qui a été dit par Castaner quand c'est passé, c'était de mettre sous surveillance justement les organisations ou les personnes qui agissent dans ce domaine-là. Donc la violence, en fait, il y a une espèce de nasse qui se referme de plus en plus forte, qui est sentie par l'ensemble des mouvements écologistes. Où on est piégé, quoi. Et aujourd'hui même, la FNSEA ne représente pas les agriculteurs. Il faut peut-être le répéter aussi. La majorité des agriculteurs ne se reconnaissent pas dans la FNSEA, qui poussent encore à l'installation en élevage intensif, alors qu'ils savent très bien qu'ils poussent des éleveurs à la faillite. Mais les banques, elles sont intéressées puisqu'elles vont récupérer les terrains et tout ça. Donc il y a des formes de violence qui sont hyper insidieuses et qui sont difficiles à mettre à jour, et il y a peut-être ce travail-là à faire aussi dans le cadre de notre lutte non violente, c'est de rendre vraiment clair la violence exercée par les syndicats qui sont censés défendre les agriculteurs, par exemple, en l'occurrence, et qui ne le font pas du tout. Et en termes de victoire, avec L214, du coup, on a un volet grand public, on a un volet vers les politiques, où pour l'instant c'est bloqué à peu près partout, sauf au niveau des municipalités. Et puis, on s'adresse aux entreprises, et c'est là où on obtient des victoires en réalité. Par exemple, sur les élevages en cage de poules pondeuses, quand on a commencé nos actions en 2008, 80% des poules pondeuses étaient en cage. Ce chiffre, il est descendu à 27%, parce qu'on a obtenu l'engagement des supermarchés, de l'hôtellerie-restauration, des fabricants et même des producteurs. Et par des actions devant les magasins, par montrer les images des poules qui étaient en cage reliées aux entreprises. Et c'est par là qu'on est passé, effectivement. Mais justement, du coup, on a une répression aujourd'hui, en tout cas une intimidation, pour empêcher de continuer de montrer des images. Voilà, au lieu de traiter l'alerte, ils étouffent l'alerte. Juste pour vos vidéos, demain, au lieu de les publier sur le site et les réseaux de L214, transmettez-les à Reporters, par exemple, qui, eux, pourront s'abriter derrière le secret des sources et personne ne saura officiellement que c'est L214 qui les a tournés. Voilà. Enfin, il y a toujours aussi des moyens de contourner et on a besoin d'alliances, et notamment d'alliances avec les journalistes. Là, on nous a l'interdiction de diffuser des images, ils ne savent absolument pas comment on a obtenu les images. C'est-à-dire que en tout cas l'association qui a été condamnée, qui n'est pas L214 mais qu'on soutient là-dessus, il n'y a aucun élément qui dit la façon dont ont été prises les images. Et pour autant, il y a une interdiction de diffusion, il y a eu la balance des droits entre le droit de propriété et la liberté d'expression. En citant la CEDH et tout ça, qui disait le truc d'intérêt général, normalement, il passe devant. Et pour autant, on a cette décision qui atterrit et on doit la voir 2 ou 3 fois maintenant en cours de cassation. Ouais, sauf que si vous les diffusez vous-même, vous exposez à des enquêtes pour rechercher la source, tandis que si c'est un média qui les diffuse,
normalement, ils n'ont pas le droit de rechercher la source. Voilà. Même si là encore, il y a... Merci. Alors, bonjour. Donc, je suis étudiante en droit et donc, ça va être un peu une question juridique, peut-être adressée à Maître Sébastien Mabille. Donc, en fait, la question que je me posais, c'est par rapport à l'évolution, parce que évidemment qu'on a besoin d'une évolution du modèle qu'on a en général, mais du droit également. Donc l'évolution par le juge pénal, parce que vu que le juge pénal a une marge d'interprétation beaucoup moins par rapport à d'autres juges, vu qu'il fait une interprétation stricte. Après, j'ai jamais pratiqué vraiment le droit pénal, donc je ne sais pas justement la pratique. Donc je me demandais si c'est vraiment possible d'obtenir une évolution par le juge pénal. Et est-ce qu'il y a vraiment une marge d'interprétation dans les condamnations, notamment des défenseurs de l'environnement? Globalement, c'est ça ma question. Voilà. Oui, en tout cas, il y a des grandes différences pour les mêmes faits. On peut avoir des différences de peine beaucoup plus très importantes. On le voit notamment ces derniers mois, ces dernières années à Poitiers, le tribunal correctionnel de Poitiers qui juge les militants qui ont été arrêtés lors des manifestations contre les méga-bassines, qui se prennent des sanctions très importantes, très dissuasives, alors que s'ils étaient jugés dans d'autres juridictions, peut-être ce serait moins le cas. En général, ce qu'on constate, c'est que lorsque c'est la juridiction du lieu d'une lutte où il y a des abcès de fixation, de manifestation, des conflits, etc., il y a une répression judiciaire qui est plus importante que si ce sont des faits isolés, où finalement l'affaire va passer parmi d'autres, etc. Et donc, on le voit aujourd'hui au tribunal correctionnel de Poitiers pour les méga-bassines. On le voit également, tu évoquais le cas de la personne emprisonnée à Tarbes, dans le cadre En marge de l'A69, c'est là où on va avoir, mais effectivement, il y a des grandes différences, et dans tous les domaines. Voilà. Je prends un exemple, la cocaïne, si vous faites arrêter avec 1 kilo de cocaïne en Guyane, vous n'allez même pas en garde à vue. Voilà. Si à 1 kilo de cocaïne à Limoges, vous prenez 5 ou 6 ans de prison. Voilà. Donc tout est variable. Bien. Nous arrivons à la fin de la soirée. On va remercier Marion qui nous a parlé de loin et qui aurait bien voulu être parmi nous mais qui a une audience demain matin à Pau. Merci beaucoup Marion. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous. Merci à l'Académie du Climat et à Reporter. Et on espère vous revoir une prochaine fois. Et la prochaine édition, donc le prochain jeudi de l'écologie, c'est le 12 décembre et il sera consacré à l'extraction minière. Voilà. Sujet intéressant ce soir. Peut-être Marine Calais. Il n'y avait pas de carte.